Avec le son, c'est mieux. Bonjour à tous, ici Chaos. On est reparti pour un nouveau live Reverse Engineering. Donc c'est le troisième, si je ne m'abuse. Bien sûr, comme d'habitude, le petit message de service, je sais que c'est chiant, mais je vous le dis quand même parce que c'est important pour moi. La chaîne est sur sa fin de vie, sauf si j'arrive à financer mieux, enfin si j'arrive à me financer tout court, et pour l'instant ce n'est pas le cas, donc si vous avez envie de m'aider à faire vivre cette chaîne encore longtemps, eh bien je vous invite à aller sur le Tipeee et à donner ce que vous pouvez, hein. Même 1 € c'est déjà bien. L'idée c'est d'atteindre l'objectif, je sais plus comment je l'ai appelé, le professionnel je crois, un truc comme ça, qui me permettrait de vivre de ma chaîne, sinon eh bien je vais devoir arrêter, sachant que je le dis tout le temps à chaque vidéo, mais là je suis de plus en plus proche de la fin quand même financièrement, je vais pas pouvoir tenir très longtemps, donc voilà. On est sur la fin du trimestre peut-être, voilà, il est pas sûr que je continue le trimestre suivant. Bref, sur ces bonnes paroles, mauvaises paroles, vous le mettez où vous voulez. Bonjour à tous dans le chat. Bonjour Chris, bonjour ceux qui ne parlent pas mais qui sont là, je les vois. Bonjour Locorne28, bonjour le chat bien sûr, hein, qui vient évidemment m'embêter à la seconde où j'ai démarré le live, hein, parce que juste avant il dormait, il ne disait rien. Bonjour sac à poil, bah, sac à poil, voilà, j'en ai deux, comme ça. Un dans le chat, un ici, on va aller pousser le chat. Bonjour Cabot, bonjour tout le monde, bonjour Timi... Attends, que je t'écorche pas ton nom, Tamia Minimus. Et rebonjour le chat, que revoilà. Hop, allez, oust, fiche-moi le camp. Bonjour Trisk, mais il y a du monde aujourd'hui, dis donc. Bonjour Trix 1210 ou 1210. Trix 1210. Ça fait plus cool, je trouve. Voilà, bon bref, salut tout le monde, qu'il y a vraiment full, j'espère ne pas dire de conneries. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est la suite directe du live précédent, à savoir, donc on a un binaire, on fait du reverse engineering, hein, donc on fait du désassemblage, du débugage de binaire, donc on a un binaire sur lequel on travaille depuis quelques temps maintenant, qui est extrait du challenge jour 5 du calendrier de l'Avent de Over the Wire. Donc en gros j'ai juste sauté les étapes du début du challenge, mais après vous avez le même binaire que sur lequel on travaille en ce moment. Bonjour Asborg, je ne sais plus si je t'ai dit bonjour, donc bonjour Asborg. Donc on a un binaire, et qu'est-ce qu'on fait dessus? En fait on le décortique pour essayer d'obtenir un shell root, hein, comme d'habitude, mais là, en l'occurrence, jusqu'ici ce qu'on a fait, c'est qu'on a décortiqué le binaire pour voir comment il fonctionnait. On a réussi via manipulation de la stack, donc stack overflow, et avant buffer overflow qui a écrasé la stack, donc c'est un buffer overflow qui fait un stack overflow qui nous a permis en fait d'injecter des appels à des fonctions. Voilà, pas du code directement parce qu'il y a une protection contre ça, mais on peut injecter des fonctions, donc ça nous permet d'appeler n'importe quelle fonction qu'il y a dans le binaire, y compris si c'est pas le moment. Donc ça c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et aujourd'hui on va aller plus loin, on va lui faire exécuter un peu plus de choses, je vais vous montrer quelques petites subtilités de syntaxe, et si on a le temps, parce que j'ai qu'une heure, hein, mais si on a le temps, je vous montrerai bien sûr comment atteindre le shell, donc c'est-à-dire lui faire exécuter des commandes qui ne sont pas dans le binaire. J'espère avoir le temps aujourd'hui, normalement c'est calé pour être bon. Si je ne suis pas trop bavard, on devrait s'en sortir, sinon ce sera la prochaine fois, c'est pas grave. Ce sera suspense. Deux petites choses, enfin non, une petite chose principale que j'avais notée. Alors on s'était arrêté la dernière fois, alors je vous invite à regarder les épisodes précédents, hein, si vous n'avez pas tout suivi. Sachant que l'épisode d'aujourd'hui va être quand même un poil plus tendu, donc j'espère que vous êtes bien assis. Vous n'hésitez pas à poser des questions, surtout, hein, si à un moment donné je vous largue, le but c'est quand même de vous en prendre des choses, en plus vous êtes nombreux, donc n'hésitez pas, j'essaierai de vous expliquer au mieux si j'ai un truc que je vais trop vite, qu'on n'a pas bien compris. Donc, pour rappel, j'ai d'un côté une VM Kali, hop là, qui est là, une VM Kali sur laquelle je vais faire tourner donc mon binaire, via du netcat. Donc hop là, on se remet, voilà, donc c'est commande netcat, je fais tourner mon binaire sur le port 1205, donc à chaque fois qu'on se connecte en telnet sur ce port, ça exécute le binaire. Donc ça, c'est sur ma VM Kali. Et de l'autre côté, j'ai donc ma machine Windows, là, en l'occurrence,
qui exécute du script Python, donc ce script-là, pour se connecter. Du coup, on va remontrer ce qu'on avait fait la dernière fois, on s'était arrêté là. Donc c'était ce script-là. Qu'est-ce qu'on faisait en fait? Voilà, donc ça c'est tout le début du binaire. Alors ça affiche un Père Noël en ASCII art, mais là on le voit pas parce que ça affiche pas l'ASCII art. Donc on avait en fait fait un programme qui va tout seul se balader dans les menus, va directement à la fonction qui est sensible au buffer overflow, et donc qui fait un buffer overflow. Là en l'occurrence ce qu'on avait fait c'est qu'on appelait 2 fois la fonction win. Donc en fait la fonction win c'est celle-là, c'est ce qui affiche ça. Et donc en dessous on a injecté du code pour rappeler la même fonction. Donc c'est ici en fait, là on faisait notre buffer overflow, oui ça va c'est dans la fenêtre. Là c'était notre buffer overflow, et juste derrière donc on appelait l'adresse de la fonction win. Et donc en fait on injectait un deuxième appel à la fonction win, donc ça donnait ça. C'était pas très utile, c'était juste pour montrer qu'on avait quand même changé la manière dont le programme fonctionnait, en appelant ce qu'on voulait à ce moment-là. Du coup, là-dessus, j'ai été un peu vite, parce que j'ai oublié, je vous ai pas tout détaillé au niveau du Python. Un petit détail, en fait, il y a un truc assez important quand même. On avait vu, donc l'adresse de la fonction win, on l'avait trouvé grâce là à IDA, mais bon après, peu importe ce que vous utilisez. Ah oui, tiens, je fais une dernière digression. J'en ai beaucoup qui m'ont parlé de Ghidra. Donc qui est sorti, hein, qui est l'outil open source de décompilation, désassemblage fait par la NSA, donc qui a été mis en libre service sur GitHub, je crois, hein, si je ne m'abuse, donc en mode open source quoi, hein, pour qu'il soit amélioré, etc. Je l'ai pas plus utilisé que ça pour l'instant, j'en ai pas forcément besoin là dans les démos que je vous montre, parce qu'on utilise assez peu IDEA, on s'en est servi au début, mais là bon, c'est juste pour avoir un affichage graphique, et je trouve que graphiquement, IDA est plus joli, donc pour l'instant on va rester sur IDA. Après, Ghidra, il a l'air très bien, hein. Je l'ai pas pratiqué plus que ça, il a l'air tout à fait OP, hein, il n'y a pas de problème. Après, ceux qui ont peur parce que c'est la NSA, etc., il y a une histoire de petits bugs, enfin de mode debug qui écoutait, qui ouvrait un port sur n'importe quelle interface réseau, donc ça potentiellement ça permet de prendre la main à distance sur votre machine, enfin de créer une faille hein, potentielle. Donc ça c'est uniquement quand vous lancez Ghidra en mode debug, et je pense que vu que maintenant il est sur un repository open source, je pense que ça a été corrigé depuis. Donc est-ce que c'était volontaire ou pas de la NSA? On sait pas, après c'était quand même très gros, hein. Si c'était une backdoor de la NSA, elle était pas très bien cachée, c'est probablement plus parce qu'ils en avaient rien à foutre et qu'ils ont... Parce qu'en fait quand on ouvre un port debug, enfin quand on lance le Ghidra en mode debug, il a besoin d'un port pour travailler, donc d'ouvrir un port, mais normalement il faut l'ouvrir sur l'IP localhost si vous voulez, pour que ce soit pas accessible de l'extérieur. Là en l'occurrence c'était ouvert sur étoile, quoi, sur toutes nos interfaces réseau. Bon. C'était pas, voilà, probablement pas malveillant, plus du fait que dans leur environnement, ça n'apporte, enfin ça, c'était pas problématique, donc ils l'ont laissé. Bref, vous pouvez l'utiliser si vous voulez. Là en l'occurrence, moi je vais pas m'en servir parce que j'en ai pas besoin. J'ai plus besoin de l'aspect graphique, et l'aspect graphique est plus joli sur IDA, donc je vais rester sur IDA. Après, on verra, hein. Si ma chaîne ne meurt pas, on fera peut-être des vidéos sur Ghidra pour apprendre à s'en servir. Il n'y a aucun souci, hein. J'ai rien contre l'outil, il a l'air sympa. En plus, il est en Java, ça j'aime moins, mais bon, après pourquoi pas. Mais par contre, du coup, il est cross-platform, donc c'est le même outil, aussi bien sous Windows que sous Linux, donc c'est toujours sympa aussi, d'avoir le même outil. Du coup, si je vous fais un tuto, ce sera le même partout, donc c'est bien aussi. Bref, voilà, c'était la petite parenthèse sur Ghidra. C'est pas ça surtout que je voulais vous dire, moi c'était vous parler donc de ce code là que je vous ai fait la dernière fois. Donc je vous avais expliqué, hein, qui parcourt le menu, etc. Et en fait, surtout, c'est sur cette partie-là. En fait, on avait été voir dans IDEA l'adresse de la fonction win pour pouvoir la rappeler, hein, quand on fait notre injection. On faisait un buffer overflow, puis après on rappelait la fonction win, donc on avait besoin de son adresse. Donc ici, là, on a l'adresse en bas, là, 80 48 703. Ah oui, vous l'avez pas, c'est dans le bandeau. Enfin bon, c'est... Croyez-moi sur parole. Donc là, on a l'adresse hexadécimale, et en fait, si vous regardez le code Python que j'ai fait, c'est pas écrit 80, je sais plus combien, 80 48 703.
en fait, c'est écrit 80 48 703, mais à l'envers. Alors, même pas à l'envers d'ailleurs. C'est, vous voyez, en fait, là, il y a le 08, 04. Donc, si vous lisez par groupe de 2, en fait, si vous prenez 2 par 2 et que vous les mettez dans l'autre sens, ça fait 08, 04, donc 80, 4, 8, 7, 03, donc ça fait 48, 703, c'est ça. En fait, j'ai l'adresse a été découpée en 2 chiffres, en groupe de 2 chiffres, et mis, et mis à l'envers. Pourquoi? Ça s'appelle le Little Endian. Alors, le Little Endian, donc c'est une façon comment dire, pas d'écrire, mais c'est une façon de parler à la machine. Nous, en fait, d'un point de vue humain, on considère que bah voilà, on numérote la mémoire dans l'ordre, hein, de 1 jusqu'à voilà, 10 millions, 80 millions, on compte en hexa, mais peu importe, on compte dans l'ordre en tout cas. Donc quand on est à la première case de la mémoire, on est à la case 00001. Et en fait, dans les machines, alors c'est pas toutes les machines, mais là en l'occurrence sur PC et sur les 3/4 des machines sur lesquelles vous travaillerez, sur les serveurs classiques, on est en Little Endian, c'est-à-dire qu'ils stockent pas comme ça. Quand on dit, voilà, la première case c'est l'adresse 00001, lui l'adresse qui l'intéresse c'est le 1. Donc en fait ce 1 là, il va au début. Donc c'est quand on adresse une case dans la mémoire, on commence par ce qui nous, humains, nous serait la dernière valeur, vous voyez, le chiffre des unités si vous voulez, mais en Little Endian, c'est la case la plus importante, enfin c'est la valeur la plus importante, donc on la met au début, et après on remonte. Donc par exemple, si je mettais, si en humain j'avais 1234 à adresser en Little Endian, et ben je mettrais 3412, vous voyez, on groupe par 2, et on les met à l'envers. Donc pourquoi c'est comme ça, j'en sais rien, c'est historique, c'est parce que voilà, j'imagine qu'en langage machine c'est plus facile d'intégrer les choses comme ça. Il y a des tas de pages Wikipédia et autres sur internet qui vous expliqueront le pourquoi du Little Endian. À la limite on s'en fout, c'est juste que il faut le savoir, c'est-à-dire que nous, en humain, on va travailler alors on appelle ça le Big Endian, du coup c'est dans le sens. Le Big Endian c'est la lecture, on va dire, humaine classique, et en langage machine, en tout cas sur ces machines là, c'est du Little Endian, donc c'est à l'envers. Donc c'est ce que je faisais ici, en fait, l'adresse de la fonction win, je mettais pas l'adresse telle que je l'ai lue dans idéal, j'ai mis à l'envers. Et pourquoi il y a un décode hex là? Parce qu'en fait, quand on n'envoie pas les valeurs, les nombres hexadécimaux, on renvoie la valeur à quoi ça correspond dans la table ASCII. Donc mon adresse, si mon adresse c'est 12, mon adresse mémoire c'est 12, j'envoie pas 12, j'envoie le caractère ASCII qui vaut 12. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Donc du coup, quand on va faire ce qu'on appelle le payload, mais quand on fait notre injection, on met pas ce que nous, humains, voilà, on lit l'adresse mémoire, on met la version Little Endian et hexa, enfin et ASCII plutôt, de l'adresse mémoire. Voilà. Donc c'était un point de détail, j'ai pas du tout parlé la dernière fois, parce que voilà, c'est chiant, mais qu'il faut le savoir. On verra, enfin dans la suite si j'ai le temps, mais on verra à quel point ça peut être chiant, parce que bah, forcément l'humain raisonne pas du tout comme ça. Quand on veut faire des calculs, c'est pas fait pour, hein, parce que là, par exemple si vous prenez 2 adresses mémoire, que vous voulez faire l'écart entre les deux, la différence, parce que les adresses mémoire c'est des nombres hexadécimaux, hein, donc c'est des nombres, c'est des entiers, vous pouvez les additionner et les supprimer. Bah en Little Endian ça marche plus, vous pouvez pas les additionner et les supprimer en Little Endian. Donc c'est le bordel. Donc il y a toute une gymnastique de conversion entre le humain, entre le normal et le Little Endian qui est un peu chiante, mais voilà, qu'il faut y passer, c'est comme ça. Un autre petit détail aussi, qui sera plus pertinent par la suite, je ne vais pas utiliser la librairie Pawn Tools. Vous allez sûrement en entendre parler si vous regardez des tutos du même genre. Parce que Pawn Tools est une librairie Python qui fait en fait ce que je fais, mais en vous aidant. Typiquement les histoires de Little Endians, Big Endians, tout ça machin, Pawn Tools il vous le masque en fait. Et finalement vous en avez pas, vous en rendez même pas compte, parce que c'est tout géré par la librairie Pawn Tools. Et pour plein d'autres choses aussi, donc en fait il vous mâche le travail, et comme à chaque fois, je n'aime pas les choses qui mâchent le travail, alors c'est pratique à utiliser au jour le jour, hein, mais moi pour vous expliquer les choses, je vais pas l'utiliser parce que bah, il faut que je vous explique les choses, donc il faut que vous compreniez ce qui se passe. Voilà,
Je pense que j'ai fait le tour, je vais vérifier mes petites fiches, mais je pense que j'ai fait le tour sur les trucs d'intro que je devais vous sortir. Le Little Indian, voilà, Pawn Tools, ouais c'est bon, ok, on va pouvoir attaquer. Donc, la prochaine étape, jusqu'ici on a fait quoi? On a injecté un appel de fonction. Ça s'est fait plutôt bien, hein, donc grâce à un Stack Overflow, on s'est plutôt amusé, c'était pas bien compliqué. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va injecter gros boutiste et petit boutiste, jusqu'au boutiste aussi sûrement. Donc maintenant, ce qu'on va injecter, parce que la syntaxe est un peu différente et il faut l'apprendre, c'est une fonction, on va jouer avec encore les fonctions qu'il y a dans notre binaire, mais on va injecter une fonction avec des arguments. L'idée c'est quoi? C'est d'apprendre un peu mieux comment ça fonctionne, pour après, on verra que ça servira pour autre chose. Mais déjà là, plutôt que là, on a fait juste un appel de fonction, donc on a juste injecté une fonction, un appel de fonction, donc c'était facile. On va faire la même chose, mais avec des arguments, donc on va choisir une autre fonction, mais qui a besoin de paramétrage, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on a comme fonctions qui font des paramétrages? Alors on va retourner un petit peu là-dedans, donc bon, tous les trucs, banner, pawn, machin, tout ça, c'est des fonctions en elles-mêmes, il n'y a pas de paramètres, il n'y a pas de variables. On va plutôt aller taper dans les PLT, alors je vous explique plus loin ce que c'est les PLT, mais là en l'occurrence, c'est dans le binaire, on s'en fout, on fait comme si c'était normal. Et on va s'intéresser par exemple à la fonction puts, qui va être la plus simple là dans notre cas. Qu'est-ce que fait puts en fait? Donc c'est une fonction C, de la librairie C, donc là qui est intégrée dans le binaire. Donc j'ai le droit de jouer avec, hein, ça fait partie de mon binaire. Donc qui permet en fait d'afficher du texte. C'est l'équivalent d'un printf si vous voulez. Alors il y a aussi printf, hein, mais là en l'occurrence puts est plus simple puisqu'il y a besoin que d'un seul paramètre. Donc pour commencer, pour comprendre, on va jouer avec un seul paramètre. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'au lieu d'injecter un appel à la fonction win, donc dans le déroulé du truc, ça ferait que voilà, premier appel de la fonction win normale du logiciel. Merci pour ton sub Trix. Donc premier appel de la fonction win pour avancer, enfin du programme normal, et ça c'est l'injection qu'on a fait, deuxième appel de la fonction win. Donc au lieu de faire ce deuxième appel de la fonction win, on va plutôt afficher un texte. Le texte qu'on veut, dans le chat, je t'ai déjà dit, pas pendant le live. Hop là. Donc on va afficher un texte, et l'idée c'est voilà, d'afficher un texte qui n'est pas dans le déroulé normal du programme, hein, pour qu'on vérifie bien que c'est un truc qu'on a injecté. Donc l'objectif c'est ça, c'est d'utiliser puts pour afficher un texte que autre. Alors comme exactement pour les mêmes choses qu'on ne peut pas injecter directement les fonctions qu'on veut, on est obligé d'utiliser les fonctions qui existent déjà dans le binaire, pour exactement les mêmes raisons, on ne peut pas injecter directement la chaîne de caractères qu'on veut. On est obligé d'utiliser ce qu'il y a déjà dans le binaire. On va jeter un œil. Voilà toutes les chaînes, toutes les strings, donc toutes les chaînes de texte qui se trouvent dans le binaire. Alors tout ça c'est le Père Noël en ASCII art, hein, donc c'est un peu dégueu. Mais voilà, là on a des chaînes de caractères, on a un access granted, access xmas, bon ça c'est tous les textes qui peuvent apparaître en fait dans le binaire. Et un qui est simple, enfin qui peut nous intéresser par exemple, c'est celui-là. Donc ça c'est le texte de timeout. Et en fait, le texte de timeout, je sais pas si vous avez remarqué, depuis le début du programme, hein, depuis la première live, je laisse tourner le programme assez longtemps. En fait, on l'a jamais, parce que la fonction timeout a été désactivée dans ce binaire-là. Donc, il n'y a jamais de timeout. Donc, ce texte-là, on ne le voit jamais. Donc, si j'arrive à l'afficher, c'est que, bah, voilà, j'ai réussi à faire un truc que le programme, il fait pas, quoi. Ça permet d'avoir une preuve. Parce que si je raffiche, je sais pas, par exemple... Access Granted, Security Protocol, machin et tout bidule, bah ça on l'a déjà, on le voit déjà ici, donc ce sera pas une preuve concluante. Donc si par contre j'affiche le texte de timeout, là c'est vraiment une preuve concluante, on l'a jamais vu, donc si j'arrive à l'injecter, ce sera très bien. Donc revenons à notre injection. Alors c'est quoi la syntaxe pour injecter donc injecter un appel de fonction qui contient des paramètres? Le début va être tout à fait pareil, hein. On a toujours notre chaîne de caractères bidon de, je sais plus, je crois 15, c'est ça, hein, non, 16 caractères, de 16 caractères qui sert à dépasser le buffer, hein, faire un overflow de buffer, et donc tout ce qui va suivre va être écrit sur la pile, la stack de l'exécution. Et en fait là, au lieu de mettre directement l'adresse win, on va insérer quelque chose au milieu, qui va être l'appel à la fonction put,
et les différents paramètres. Donc l'appel à la fonction puts, ça je peux déjà le faire. Il faut juste que je repère quelle est l'adresse de la fonction puts. Hop là, on va se mettre là. Donc c'est 8048 450. C'est écrit en bas, ouais mais c'est dans le bandeau, donc vous ne voyez pas, mais bon. C'est 8048 8048 450, voilà. Alors, on met là, voilà. Voilà, déclaré au-dessus, donc adresse de puts, ça, voilà, jusqu'ici. Alors, donc le fameux Little Indians, donc déjà j'ai dit c'était 80, 48, 450. Donc ça c'est dans le bon ordre. Donc maintenant on va le mettre en Little Indians. Donc ça veut dire que c'est 50, 84, 04, 08. Voilà, ça c'est du Little Indians. On met un petit décode X machin pour l'envoyer en ASCII. Hein, donc ça, c'est l'adresse dans mon binaire de la fonction puts. Donc jusqu'ici c'est exactement ce qu'on a fait la dernière fois. Hein. On appelle win, on appelle puts, quoi. Hein. Il n'y a rien de sorcier pour l'instant. Le problème, c'est que si je fais juste ça, bah, ça va pas marcher parce que bah, il a pas les arguments en fait. Pour que puts fonctionne, il faut un certain nombre d'arguments. En fait, il en faut qu'un, c'est la chaîne de caractères qui doit afficher. Donc la syntaxe pour afficher, pour utiliser des paramètres, c'est ce qu'on appelle un... Alors, dans le jargon technique, là, on est en train de faire du ROP chain, du ROP. C'est le jargon de ce qu'on est en train de faire de ce type d'injection-là. Et dans ce jargon-là, il y a un truc qu'on appelle les gadgets. Qu'est-ce que c'est les gadgets? C'est parce qu'en fait, si je veux pouvoir faire un puts, là, machin, en fait, il faudrait que je fasse ici un pop d'un registre, pop de n'importe quel registre, suivi d'un ret, suivi de mon paramètre. Voilà. En gros, je suis bien affiché, oui, voilà. Donc, la bonne syntaxe, si vous voulez, pour dire puts avec un paramétrage et l'adresse win au bout, hop, voilà, comme ça. Donc, théoriquement, la syntaxe, c'est ça. C'est-à-dire, il y a l'appel à la fonction puts, il y a un pop. Alors, en fait, il y a un pop par paramètre qu'on va utiliser. Donc, si puts demandait 3 paramètres, il faudrait 3 pops. Au bout de ce X pop, donc là il n'y en a qu'un seul, parce qu'il n'y a qu'un paramètre, donc au bout de ce pop, il faut un ret, donc c'est des instructions assembleurs, hein, il faut un ret, et derrière il faut le paramètre, donc ici, donc le ou les paramètres, hein, s'il y en avait plusieurs, mais là il n'y en a qu'un, donc ici paramètre ce serait l'adresse qui pointe vers la chaîne de caractères. Et puis après on continue avec notre adresse win si on veut, enfin ce qu'on veut derrière, quoi, hein, la chaîne est... peu importe. Donc ça en fait c'est la syntaxe pour pouvoir injecter une fonction avec paramètre. Donc la fonction puts, son paramètre est là, et pour dire lis le paramètre et prends-le en compte, il faut des instructions pop devant. Le problème, c'est toujours pareil, c'est que tout comme on peut pas directement mettre le binaire qui correspond à un bash ou un shell, etc., machin bidule, on est bien obligé d'aller trouver... Enfin, on peut pas directement mettre des instructions sur la stack, il faut qu'on mette des adresses qui pointent vers des instructions, ça n'a pas changé. Donc on a mis l'adresse qui pointe vers puts, on a mis l'adresse qui pointe vers win, ici on aura l'adresse, je peux déjà le mettre, l'adresse qui pointe vers la chaîne de texte, donc adresse texte, voilà, c'est toujours des adresses qui pointent sur. Donc là, on est emmerdé parce qu'on n'a pas popret. Donc il faut qu'on ait une adresse qui pointe vers popret. Enfin... c'est pop et ret en même temps. C'est pas juste pop et une adresse qui pointe vers pop et une adresse qui pointe vers ret. Il faut que les deux soient en même temps. Si j'avais besoin de 3 arguments, donc j'aurais 3 pop et un ret, il faudrait que je trouve une adresse dans la mémoire qui pointe vers 3 pop suivis d'un ret. Il faut que ce soit ensemble, quoi. Hein, il faut qu'il y ait le tout. Donc là, il faut que j'ai l'adresse de popret. Donc d'un pop suivi d'un ret. Pour ça, il y a des tas d'outils, mais là en l'occurrence on a IDA, donc on va le faire avec IDA. L'idée en fait, c'est de piocher partout, n'importe où dans notre binaire. On a le droit que ce qu'il y a dans notre binaire, donc on reste sur le binaire. La chaîne de texte qu'on affiche, c'est celle qu'il y a dans le binaire, donc on va pointer vers un truc. Quand on appelle l'instruction puts, elle est dans notre binaire, on ne fait que ce qu'il y a dans notre binaire, on n'a pas le droit d'en sortir.
On n'a pas accès à ce qu'il y a autour. Merci pour ta donation de 5 € Fabienne, c'est gentil. Il y a un texte, merde, j'ai pas... Putain, je suis tellement pas habitué aux donations, j'ai même pas vu le texte. Bon, désolé, il y avait un texte, je le lirai tranquillou. Si, attends, je peux peut-être le voir comme ça. Est-ce que ça m'affiche le texte de ta donation? Merci pour tes vidéos. Voilà, j'ai le texte de la donation. Et ben merci à toi, Fabienne, en tout cas pour cette donation. C'est très gentil. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui. Donc il faut qu'on trouve quelque part dans notre code binaire. Oui, attends, hop là. On se calme, pas la peine de mettre toutes les infos. Donc il faut qu'on trouve quelque part dans notre code binaire un pop suivi d'un ret. Il y a, alors si vous êtes sous Kali, il y a des outils pour ça. Je sais plus comment ça s'appelle Gadget Cherche, quoi, un truc comme ça, qui s'occupe de le faire à votre place. Nous, on va le faire à la main. On va regarder, il n'y a pas beaucoup d'instructions, hein, donc on va regarder un peu toutes les fonctions qu'on a, et on va bien en trouver une avec du pop et du ret. Quand même, ça va pas être bien dur. Donc là, on a du push, du move. Alors déjà, est-ce que je peux faire une recherche? Je ne sais même plus si on peut chercher là-dedans. Il va sûrement y avoir une fonction cherche, oui, bien sûr. Cherche. Alors je veux un pop. Bon, attendez, remarquez, j'en ai un là. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai un pop. J'en ai trois. J'ai 3 pops suivis d'un ret. Donc ça, par exemple, si je pointais vers ici, là, si je prenais l'adresse mémoire qui est ici, ça serait utile pour si j'avais une fonction avec 3 paramètres. J'aurais voilà 3 pops suivis d'un ret. Ça, ce serait sympa si j'avais une fonction avec 3 paramètres. En l'occurrence, j'ai qu'une fonction avec un seul paramètre. Donc c'est pas le pop qui m'intéresse. Est-ce que j'en ai d'autres? En général, les rets sont en fin de fonction, donc les pops sont juste avant. Hein. Est-ce que là, non, ça c'est un leave. Dans la fonction win, j'ai quoi? Non. Pawnshot backdoor, là j'ai non plus. J'en ai pas une seule avec un pop et un ret. Si j'en ai forcément une, parce que j'en avais trouvé une à l'époque, hein, mais évidemment comme je n'ai pas voulu chercher avec la fonction recherche, je perds un temps fou. Hein, voilà, là c'est pareil, on a encore 3 pops suivis d'un ret. Si j'avais besoin de 3 pops suivis d'un ret, j'en aurais, hein, j'en ai plein. Mais en l'occurrence, j'en ai besoin que d'un seul. Est-ce qu'il y a vraiment rien qui est avec un pop et un ret? Ah, là on a 4. 4 pops suivis d'un ret. Alors, encore mieux. Mais je n'ai pas non plus de fonction à 4 arguments, ça ne m'intéresse pas. Ah, là on en a un. Là on a un seul pop avec un ret. Donc celui-là est pas mal. Donc ça nous intéresse. Donc c'est quoi l'adresse de ça? L'adresse de ça c'est donc 8048 AB6. 8048 AB6. Donc je vais me la noter ici. Hop là. Donc on est à la recherche de notre popret. Hein, donc on va l'appeler gadget parce que c'est comme ça que c'est censé s'appeler officiellement. C'est un gadget, on appelle ça. Donc il y a des outils, hein, je vous dis, sous Kali qui décortiquent votre binaire et sortent tous les gadgets. Là on le fait à la main, à l'ancienne parce qu'on aime comprendre ce qu'on fait. Donc j'ai dit que c'était quoi l'adresse? Donc l'adresse en normal, en big endian, en gros boutiste, c'est 8048 AB6. Voilà. Et donc on va le mettre en little endian. Alors c'est 08. On va le mettre en little, donc ça fait B6 8A 04 08. Là. Ça, c'est l'adresse de notre pop. Suivi d'un ret. Donc ça, c'est notre gadget, donc c'est notre pop ret. Voilà. Donc, revenons ici. Alors, je vais appeler gadget du coup. On va regarder la syntaxe. Donc, on a l'adresse de put, ça c'est bon. Ensuite, on a l'adresse du gadget, on en a trouvé un. A priori, c'est bon. Ensuite, il nous faut l'adresse d'un texte, donc le texte qu'on veut afficher. Donc j'ai dit le texte que je voulais afficher, c'est celui qui n'est jamais affiché, là c'est le texte de timeout. C'est quoi son adresse? Hop, là c'est l'adresse de la colonne qui est au début, là. Hop, voilà. Donc c'est 4AD44, donc 80. Décidément, vous avez pas de chance, c'est toujours un endroit où vous le voyez pas. Là, comme ça, voilà, c'est ici, là. Comme ça. Là, on le voit bien. Donc, l'adresse de notre texte qu'on veut afficher, c'est 0804 AD44. Donc, même chose, hein, on la déclare
Vous voyez, comme on n'est pas sur une stack qui est directement exécutable, c'est toujours le même principe, c'est on met l'adresse de ce qu'on veut, et non pas on met ce qu'on veut directement. Hein. Donc évidemment, j'ai déjà oublié, j'ai une mémoire de poisson rouge, donc 0804 AD44. Donc ça, c'est l'adresse du texte, donc même chose, je la mets en Little Endian, comme d'hab, 44 AD0408, voilà, hop. Donc je le transforme en ASCII, voilà. Et donc ça, c'est le texte que l'on souhaite afficher, c'est le paramètre de la fonction puts. Donc texte qu'on veut afficher. Voilà. Donc, on reprend notre syntaxe. On a dit, donc notre buffer overflow au début, ça change pas. On appelle la fonction puts, puisqu'on l'a dans le binaire, on a le droit de l'appeler. Ensuite, on appelle le gadget qui nous permet de dire qu'il y a un paramètre pour la fonction puts. Donc c'est un gadget avec un seul pop, puisqu'il n'y a qu'un seul paramètre. Ensuite, on a l'adresse vers le texte qu'on va afficher, qui est l'adresse vers le paramètre du coup, si vous voulez, donc l'adresse vers le texte à afficher. Et ensuite on finit en rappelant la fonction win. Bon, ça on pourrait mettre ce qu'on veut, hein. Là en l'occurrence on finit en rappelant la fonction win. Why not? On sauvegarde ça. Donc on a tout normalement. Donc théoriquement, si tout va bien, quand je vais lancer ça, ça doit afficher donc le même début jusqu'à la fonction win qui est ici. Et ensuite, entre la fonction win et le deuxième appel de la fonction win, ça doit afficher le texte du timeout. Alors, je relance en économie d'énergie. C'est un Kali tout neuf que j'ai réinstallé, j'espère qu'il ne plantera pas. Parce que l'autre avait tendance à planter tout le temps, mais celui-là a l'air un peu plus stable. Ok, donc, on a sauvegardé, c'est bon. On exécute notre script, on va voir ce qui se passe, est-ce que ça marche? Donc, on est sur le Père Noël, donc au début du programme, hein, j'avais mis un appui sur une touche ici, là, pour faire la pause dans le programme, pour bien comprendre ce qui se passe. Donc là c'est normal, on est sur la pause du programme. On appuie, premier appel à la fonction win, notre appel injecté au texte, on a bien affiché un texte, et enfin, notre appel à notre deuxième appel à la fonction win. Donc notre injection est passée impeccable, comme une lettre à la poste. Hop, et là, bon, j'ai fini le binaire. Donc, on a réussi à injecter ce qu'on voulait. En l'occurrence, injecter une fonction, donc la fonction puts, qui possède des paramètres. Donc on n'est pas limité à juste appeler les fonctions globales, hein, le pawn, le win, le banner, enfin toutes les fonctions qui sont préenregistrées là sur le côté. On peut aussi appeler tout ce qui est un peu plus Sioux avec des paramétrages. Donc là j'ai pris puts qui avait qu'un seul paramètre, je crois que printf en a besoin de 2. Donc il faudrait 2 pop, si vous voulez, la même chose mais avec un gadget qui a 2 pop et un ret. Il n'y a toujours qu'un seul ret, mais il y a autant de pop que vous avez de paramètres derrière. Donc jusqu'ici, j'ai envie de dire, c'est full win, c'est full gagné. Mais évidemment, on va pas s'arrêter là. Déjà j'espère que vous avez tous suivi ce que j'ai fait là. Parce que ça va être indispensable pour la suite. Donc si vous n'avez pas compris, c'est le moment de poser vos questions et de m'arrêter maintenant. Sinon, qu'ils se taisent à jamais, comme on dit dans les mariages. Que m'a dit Chris? Il y a Rob Gadget sur GitHub. Ouais, c'est ça. Rob Gadget, il me semble, c'est ça le binaire. Mais de toute façon, il est fourni sur Kali, hein, Rob Gadget. Bah, attendez, je vais vous montrer. Après tout, j'en parle, mais j'ai Kali sous les yeux, donc pourquoi pas vous le montrer directement. C'est Rob comme ça? Non? Comment il s'appelle? Yes. Ah, il est peut-être pas fourni sur Kali. Peut-être qu'il faut effectivement aller le chercher. Ouais, j'avais dû l'installer sur ma Kali précédente et non, bah de fait il est pas inclus. Bon, peu importe. Donc faut aller le chercher, du coup, sur GitHub. En fait le Rob Gadget, vous lui donnez votre binaire en entrée et il vous sort la liste de tous les... Alors il n'y a pas que des pops, je crois il y a 2-3 autres façons de syntaxer le truc, mais enfin bon, toutes les possibilités de paramétrage qui peuvent être extraits de votre binaire et qui peuvent resservir par la suite. Alors, je peux réexpliquer le pourquoi du ROP et du RET. En fait, alors le pourquoi, je l'ai pas vraiment, hein, encore une fois, c'est pas très clair dans ma tête parce que c'est pas vieux, hein, j'ai appris ça en décembre, donc voilà, je maîtrise pas toutes les subtilités, mais en gros, en fait, si tu balances juste le puts et le paramètre derrière,
il va pas le prendre en compte. C'est pas comme ça que ça fonctionne l'assembleur. Il faut d'abord que tu prends l'adresse de ta fonction, tu appelles ta fonction. Ensuite, pour dire que ta fonction a des paramètres, tu fais un pop. Donc pop, c'est en fait ça va libérer le registre en fait. Donc là en l'occurrence c'est pop EBX. Donc ça va. Alors je dis peut-être des conneries, mais tel que je le comprends, hein, ça ouvre le registre EBX pour mettre des choses dedans, quoi. Donc il va aller servir après dans ta stack ce qu'il doit mettre dedans en fait. Et le ret, en fait, ça lui dit lis la suite de ce qu'il y a dans la stack et mets-le en fait dans le pop que tu viens d'ouvrir. Donc si tu veux en fait là je libère, enfin je dis hop j'ai déclaré une variable et le ret va dire bah ce qui suit c'est ce qui doit aller dans la variable. Tu vois, c'est comme ça que je le comprends. Je le comprends parce que voilà, c'est comme ça que je le comprends en C ou des choses comme ça. Je sais pas si en assembleur ça s'explique exactement comme ça, mais dans l'idée c'est ça. Donc quand tu ouvres plusieurs pops, alors par exemple si tu avais 3 paramètres, donc tu fais 3 pops, tu as ouvert 3 registres qui sont prêts à accueillir quelque chose, et au moment où tu fais le ret, il va dire bah ok les 3 valeurs qui me viennent vont aller dans ces 3 registres là. C'est comme ça que je comprends, c'est comme ça que je me l'explique à moi-même pour le comprendre. C'est comme ça que ça, factuellement, ça se présente. Après, est-ce que c'est vraiment comme ça que la logique la mécanique du truc se fait vraiment? Je sais pas. Je m'y connais pas assez en assembleur pour aller dans le détail. En tout cas, c'est comme ça que la logique humaine peut le comprendre. Donc c'est comme ça que je me l'explique à moi-même, quoi. Donc j'espère que c'est assez clair. Donc pop, tu déclares ta variable, on va dire ça comme ça. Je déclare ma variable et ret, je vais remplir ma variable. Voilà. Après, ouais, il y a des histoires de push, comme dit Chris. Honnêtement, je me l'explique comme ça parce que c'est le plus simple et c'est logique par rapport à toute la façon dont les tutos le présentent, etc. Bonjour Pansama qui vient d'arriver. Bonjour à toi, tu arrives juste à temps pour qu'on entre dans le dur. Alors, pourquoi on entre dans le dur? Parce que jusqu'ici, on s'est bien amusé, mais on n'a fait que utiliser ce qu'il y avait déjà dans le binaire. C'est bien beau, sauf que nous, ce qu'on veut, évidemment, c'est avoir un route, en fait, avoir un shell sur la machine. Donc on a une machine qui exécute ce binaire-là, on l'attaque à distance. L'idée, bien sûr, c'est quand même de pénétrer sur la machine et d'avoir accès à tout ce qu'on veut, quoi. Donc à être route. On veut un shell, voilà, exactement. Comme dit Chris, un shell, voilà, réclamation du public, on est d'accord. Et on n'a rien dans le binaire qui nous permette d'appeler un shell. On n'a pas typiquement la commande système, qui est en C, qui nous permettrait d'exécuter les commandes qu'on a envie au niveau du bash, quoi, enfin du shell. On n'a pas non plus un appel à bin.sh, à bin.bash, à quoi que ce soit dans les strings ou machin. Il y a vraiment rien dans tout ce qui est dans le binaire qui soit compliqué. Enfin non, pas compliqué, mais qui permettent d'exploiter, quoi. Donc ce qu'on veut maintenant, c'est exploiter des trucs qui sont pas dans le binaire. On veut appeler des fonctions qui ne sont pas dans le binaire. Et là, c'est une autre paire de manches. Il va falloir que je vous explique un truc en préambule. D'abord, bonjour à iWire, j'imagine, iWire6502. Donc d'abord, il faut que je vous explique un truc, c'est ces fameux PLT qu'on voit là, c'est pour ça qu'il est mis en rouge, et un autre truc qui s'appelle le GOT, enfin, ou la GOT, G-O-T. Qu'est-ce que c'est? En fait, il y a longtemps, dans un monde étrange, donc on pouvait directement mettre sur la stack des fonctions exécutables, ça passait, c'était crème, voilà. Après, donc, ils ont bloqué la stack, on pouvait plus exécuter directement des instructions dessus, fallait adresser des choses. Et du coup, les gens ont dit, comme quand, là, ce binaire, par exemple, il utilise la librairie libc, enfin, glibc, donc il utilise la librairie C, en fait. Le problème, c'est que quand il s'exécute, toute la librairie est chargée en mémoire. Toute la librairie, pas juste les fonctions qui m'intéressent. Donc les gens qui conçoivent les systèmes se sont dit, bah non, quand même, ça va pas, faut pas qu'on donne accès au binaire la totalité des instructions. Ça, c'est pas possible. Il faut pas faire ça. Donc ils se sont dit, on va pas lui donner accès directement. Ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le PLT et le GOT. Donc le PLT, je sais plus ce que ça veut dire exactement, mais c'est un pointeur en fait. C'est une fausse déclaration de fonction en fait, qui se trouve dans le binaire, qui est une espèce de en anglais on dirait placeholder, mais c'est un merde, comment on dit en français? Un emplacement, quoi, un emplacement vide. En fait,
quand on va dans la fonction puts, en PLT, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas la fonction puts. Elle n'est pas là. En fait, le binaire va lister toutes les fonctions dont il a besoin, lui, personnellement. Il va les foutre en PLT. Et en fait, le PLT, c'est juste voilà, un emplacement vide. Il n'y a rien dedans. Qui va prendre une valeur après, mais pour l'instant, qui n'en a pas. Lors de l'exécution, ce placement vide, il va aller... Donc là, c'est marqué, hein, il fait un jump. Donc, par exemple, pour puts, là, il fait un jump à un emplacement mémoire que lui connaît aussi, qui s'appelle la... Alors, donc, c'est là, en l'occurrence, c'est la GOT, donc Global Offset Table. Donc, il a le binaire, il a une espèce de tableau avec un ensemble de pointeurs. Donc, la PLT va aller dans ce tableau-là, et le tableau, il est vide. Il n'a aucune valeur dedans. Et en fait, quand tu vas appeler dans ce tableau-là, alors je ne sais pas exactement le mécanisme après, au niveau du système, etc., mais toujours est-il que le système, lui, de l'autre côté, va dire, bah ok, tu voulais puts, moi je vais regarder dans toute ma libc, que le système, lui, il est root, il a accès à tout, donc lui, il l'a en mémoire, la libc. Il dit, ok, toi, tu veux puts, d'accord, bah je te mets dans ta GOT, dans ta table, là, je te mets où se trouve puts dans la mémoire. Juste puts, et rien d'autre. Donc je l'ai trouvé, moi, dans la mémoire, je la mets dans ton Global Offset Table, là, dans ta table. Et du coup, toi, avec ta fonction PLT, tu appelles la première fois, tu vas aller dans la table, dire bon bah ok, l'adresse de puts c'est ça. Et la deuxième fois que tu rappelleras PLT, t'as plus besoin de consulter la GOT, c'est bon, tu la connais. Ok, tu sais que puts c'est là-bas dans la mémoire, tu le sais. Voilà, c'est ça les trois ensembles si vous voulez. Il y a la libc en mémoire quelque part, en entier. Il y a une table de correspondance entre les deux, qui est gérée par le binaire, et qui est rempli par le système, enfin c'est le binaire qui l'a, mais c'est le système qui l'a rempli, donc lui, parce que lui il sait tout, et il y a le PLT qui est l'espèce de coquille vide de la fonction dans le binaire, et donc cette coquille vide se remplit avec la valeur dans la table. Voilà, j'espère que je suis assez clair, c'est les trois ensembles qui sont un peu casse-couilles, de comment fonctionnent ces histoires de PLT, GOT et la mémoire. Ce qu'il faut savoir maintenant, en plus... Bip. Donc ce qu'il faut savoir en plus, c'est que il y a un mécanisme qui s'appelle l'ASLR. Alors l'ASLR c'est pas l'ASMR, hein, c'est pas la même chose, on parle pas de gens qui chuchotent ou qui vous mangent des plats dans le micro. L'ASLR c'est quoi? Le R en fait c'est randomizing, je crois, un truc comme ça. En fait c'est à chaque fois qu'on charge quelque chose en mémoire sur un système, bah là en l'occurrence Linux, mais c'est pareil sur les autres, hein, quand on charge un truc en mémoire, en fait on le met pas toujours au même endroit, on le met là où il y a de la place déjà d'une, et on fait exprès de mélanger un peu les choses quoi. Donc le binaire, quand il va se déclencher, il va aller quelque part dans la mémoire, plus ou moins random, là où il y a de la place, mais random. Ensuite, la libc dont il a besoin va aussi aller en mémoire, mais quelque part random. Bon, le binaire, lui, il sait où il sait quelle est son adresse de base, donc il est capable d'adresser toutes ses fonctions. Il n'a pas besoin de savoir dans le détail où il se trouve de manière absolue dans la mémoire. Il sait où il est de manière relative, puisqu'il sait lui, quoi. Mais par contre, toutes les fonctions qu'il appelle, bah, en dehors de ce que lui dit le système via la GOT, via la offset table, bah, il sait pas du tout où elle est la libc dans la mémoire, en fait. Il n'en sait rien. Il sait juste que puts, ouais, c'est à tel endroit, mais le reste, il sait pas où c'est le reste. Donc c'est là-dessus qu'on va travailler. Mais potentiellement, si on le savait, si on était capable de dire bah la libc, je sais qu'elle est là, on pourrait appeler n'importe quelle fonction de la libc, parce qu'on le sait quoi. Enfin, si pas, je sais forcément que la libc est chargée en entier dans la mémoire. Donc par exemple la fonction système qui m'intéresse, la fonction système elle existe dans la mémoire, elle est quelque part dans la mémoire de toute la machine. Et je sais pas où. Je sais pas où elle est. Et donc on va utiliser notre binaire pour aller essayer de trouver où se trouve cette fonction système. Pour ça, comment on va faire? Alors, j'espère déjà que vous m'avez suivi sur les différents endroits. Bon, on me dit tendu mais ça passe. J'espère que je vais être clair, parce que c'est vraiment la partie la plus compliquée hein, de la démarche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser tout ce qu'on a appris jusqu'ici pour retrouver la fonction système qui est perdue dans la mémoire. Et quelque part, on ne sait pas. Comment on va faire ça? On a plusieurs éléments. Par exemple, on a réussi à appeler puts. Puts, ça c'est une fonction qui, elle aussi, à la base, est quelque part perdue dans la mémoire. Sauf qu'après, on l'appelle dans la GOT, et donc on l'a dans la PLT, donc on arrive à la retrouver, parce que le binaire l'a déclaré.
Donc avec puts, on arrive à retrouver l'adresse de puts quelque part dans la mémoire. On arrive à faire un lien en fait. Donc, ce qu'on va faire, ici, c'est qu'au lieu d'afficher un texte bateau, là, la fonction put sert à afficher des choses. Donc au lieu d'afficher un texte bateau, on va afficher l'adresse dans la mémoire, ou dans la GOT, enfin une adresse, que je dise pas de conneries, oui, c'est l'adresse dans la GOT. On va afficher l'adresse dans la GOT d'une fonction qu'on connaît aussi. Non, l'adresse dans la... Oh, je sais plus. Ça y est, je commence à me perdre moi-même. Oh putain, j'ai essayé de vous expliquer bien quand même. Donc, on va, plutôt que d'afficher un texte random, on va afficher l'adresse mémoire d'une fonction. On va piocher au pif, en fait, une des fonctions qu'on a déjà. Donc ça peut être read, là je vais prendre printf, parce que c'est celle-là que j'ai fait dans mon fil de... dans ma préparation de live. Mais voilà, autant rester sur celle-là. Donc, je vais prendre la fonction printf. Et ce que je veux en fait, c'est demander au système, c'est quoi l'adresse de la fonction printf. Je vais demander l'adresse de la fonction printf. Il va me dire, bah dans la mémoire, hein, elle est à tel endroit, donc je remplis ta table GOT, et donc je te la remonte jusqu'à PLT, quoi. Hein, je te donne l'emplacement dans la mémoire de la fonction printf. C'est ce que je veux. Donc, on va faire ça. Donc là, au lieu d'afficher un texte, on va afficher l'adresse de la fonction printf. Donc, adresse de printf. Quelle est l'adresse de printf? Alors, attention, là quand je dis quelle est l'adresse de printf, là c'est quelle est l'adresse de printf au niveau de la PLT. C'est moi, quel est le... Quand je veux appeler la fonction printf, je l'appelle comment? Donc elle est là, hein, donc comme j'ai fait l'appel à puts, comme j'ai fait l'appel au texte, etc. Elle est là. Donc, en fait, ce que je vois, c'est que ça fait un jump dans la GOT à cet endroit-là. Donc cet endroit-là, si je clique dessus, hein, là on tombe sur la global offset, donc on est dans la GOT. Et donc elle est déclarée là. Donc en fait, dans la table GOT, l'endroit où se trouve printf dans la mémoire va être rempli à cet endroit-là. Et vous voulez, l'adresse de la fonction printf de la libc va être renseignée dans ma table GOT à cette ligne-là, la 84D010. Donc moi, après, avec ma fonction puts qui sert à afficher des choses, je vais aller à cette ligne-là de la table GOT, et je vais dire, bah, c'est quoi l'adresse que tu as mis dans la table GOT, là? Ça m'intéresse, puisque c'est l'adresse au niveau de la libc. Donc, l'adresse dans la table GOT, alors je vais du coup changer, je vais pas mettre... Hop là. Bonjour Default Route. J'espère que tu vas comprendre, parce que je suis déjà en train de m'embrouiller moi-même. C'est pas dit que les nouveaux arrivants comprennent ce que je raconte. Donc c'est 84D010. Hop, donc toujours pareil, on fait un Little Endian, donc à l'envers. Donc D0, 04, 08, et un petit décode bidule machin bidule. Hop. Hop. Donc adresse de printf dans la table GOT. Je devrais pas dire la table GOT parce que le T de GOT c'est déjà table, mais bon, ça fait je sais plus quelle figure de style, c'est une répétition. Donc là, au niveau de mon injection, au lieu d'injecter un texte à afficher bateau, j'ai mis un double point. Ah oui, j'ai bien un double point. Bien vu, Tamia Minimus, tu suis. Un pléonaf, tout à fait Raven, tu suis aussi. C'est bien, j'ai des gens qui suivent. C'est inquiétant parce que je vais dire beaucoup de conneries et vous allez tous les relever, mais c'est bien, les gens suivent. Alors, donc, résumons. On appelle la fonction puts, qui sert à afficher des choses. On appelle notre gadget, qui sert à définir les paramètres de la fonction puts. Et ce qu'on veut afficher, c'est la ligne dans la table GOT qui correspond à printf. Et donc, le résultat qu'on va voir apparaître devant nos yeux ébahis, c'est l'adresse mémoire
générale, absolue, l'endroit dans toute la mémoire où se trouve la fonction printf. La vraie, celle de l'IPC. Pas celle de PLT, celle de l'IPC. On est d'accord? Tout le monde est OP là-dessus? Alors je lance. Faut que je... Chaque fois, le machin il part en veille. J'aurais dû couper la veille. Moi je connais rien en informatique, alors j'apporte ma pierre à l'édifice comme je peux. Tout à fait, il faut. C'est le bon esprit. Alors, tiens, j'ai vu qu'il y avait ça. Oui, non. Les gens qui me parlent. Ok, bah les gens me parlent après le live, voilà. Donc j'ai lancé ça, donc j'ai relancé mon binaire. On va rappeler donc notre exécutable. Qu'est-ce qui doit se passer quand je vais le lancer, enfin quand je vais enlever la pause? Il doit donc appeler la fonction win. Ensuite, il doit afficher l'adresse dans la mémoire générale de la fonction printf. Et il relance win derrière. Donc il lance win. Là, il met tout un pataquès bordélique. Qui est normalement à convertir en adresse exa, hein, en big endian, à faire tout le process inverse que j'ai fait quand je veux injecter des choses. Et donc il rappelle la fonction win derrière. Jusqu'ici, ça a l'air de fonctionner. Maintenant, après, c'est vrai que c'est pas très exploitable comme ça. On va mettre du code pour comprendre, enfin pour transformer ça en vraie adresse. Compréhensible par l'humain, j'entends. Hop, hop, hop. Alors, moi je vais pas trop me faire chier parce que je vois qu'en plus j'ai plus beaucoup de temps, donc j'ai quand même envie de vous montrer jusqu'au bout. Donc je vais utiliser mes anti-sèches. Hein. Donc ça nous renvoie une adresse. Hop, on va la récupérer avec ceci. Donc là je fais le write, juste derrière le write, je fais un read. Là, je récupère ce qu'il me donne comme info jusqu'au saut de ligne. Hein. Je veux pas la partie où il répète le texte de adresse win. Et en fait, je récupère. Donc là, en fait, ici, je fais le write. Donc j'envoie mon injection. Et l'affichage me renvoie tout ça. Donc moi, je récupère la première ligne. Read until, saut à la ligne. Donc la première ligne. Donc je lis la première ligne. En l'occurrence, dans tout le bordel qui me sort là, il n'y a que les 4 premiers bits qui m'intéressent. Voilà, ça je le sais parce que c'est pareil, je l'ai tatouillonné, hein, vu qu'on nous on veut une... Bah, de toute façon, si, je le sais, on veut une adresse. C'est une adresse mémoire. Donc en fait, quand je fais un puts et que je vais chercher un truc là dans la table GOT, le puts lui il affiche une chaîne de caractères, donc il affiche tout ce qu'il peut, mais moi il n'y a que les 4 premiers bits qui correspondent à une adresse mémoire. Donc c'est ceux-là que je veux. Donc c'est de 1 à 5 là, hein, donc, parce qu'il y a un espace devant. Donc c'est ces 4 caractères là en fait qui m'intéressent. Là, voilà, à partir de là. Ah, je sais plus. Voilà. En fait, c'est ces 4 là qui correspondent à l'adresse mémoire de printf. Ça, c'est tout ce qu'il y a derrière en fait dans la mémoire, dans la table GOT. En fait, c'est les autres entrées de la table GOT qui sont ensuite. Mais on s'en fout, quoi, ils nous intéressent pas. Nous, on veut que les 4 premiers. Donc, on le récupère, on le convertit en quelque chose qui est compréhensible par l'humain. Là, c'est pareil, j'ai envie de dire, croyez-moi sur parole, cette instruction-là... alors, c'est là où je vous disais, PwnTools le ferait tout de manière automatique. Cette instruction-là, en fait, vous prenez donc les 4 caractères ASCII, ils sont là, hein, hop. Vous les convertissez, alors vous les mettez dans l'autre sens, hein, puisqu'on est en Little Endian, donc on remet en Big Endian, et après, on dit que c'est de l'hexadécimal, et hop, il te recolle ça en adresse hexadécimale, et on va afficher... donc ça c'est l'adresse de printf dans la libc. C'est pas l'adresse de printf dans la GOT, c'est pas l'adresse de printf PLT, c'est l'adresse dans la libc qui a été saisie dans la GOT. C'est bon, vous suivez? J'ai la tête comme un compteur à gaz, oui, c'est ça. On est sur une machine 32 bits? Non. On est sur un exécutable 32 bits, je crois, par contre. C'est le binaire qui est 32 bits, il me semble, hein, mais la machine est 64 bits. Pif paf pouf. Il me semble hein, que l'exécutable c'est un 32 bits. Oui, c'est ça, c'est un 32 bits. Et là. Donc, pif paf pouf là, et je voulais afficher donc notre adresse en mode lisible par un humain. Que ce sera mieux. Tac. Ok. Donc là, si on recommence, cette fois on devrait voir plus clair. Donc je le relance ici. Hop. Je le relance là. Hop. Hop. Et voilà. Donc, cette fois,
on a une adresse mémoire qui est beaucoup plus, enfin qui est normale à lire, qui est pour humain. C'est pour ça que je prends un retour sur 4, oui, exactement. Je suis sur 32 bits, donc l'adresse mémoire est sur, 4 bits. Sur 4 caractères ASCII. Donc, effectivement, on serait sur 64 bits, il y en aurait, là il y aurait une adresse 2 fois plus longue en fait. Donc voilà, on a converti l'espèce de pâte à caisse ASCII merdique là qu'on comprenait rien en chose beaucoup plus compréhensible, qui est donc l'adresse dans la mémoire de la libc. On peut constater d'ailleurs que si je relance ça, si je fais plusieurs fois de suite, je le relance ici, hop, hop, je le fais plusieurs fois de suite, vous aurez remarqué que c'est pas la même adresse. Alors évidemment, il m'a mis tout un tas de bordel. Voilà. Là, on était sur F7D528C0. Et là, on est sur F7E128C0. Donc le début et la fin est la même, mais au milieu, c'est pas la même chose. Là, c'est E128. Et là, c'était D528. Donc ce qui veut bien dire ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'à chaque lancement du programme, la libc, elle est bien chargée en mémoire, mais pas au même endroit. Toujours à des endroits différents. Voilà. Donc là, on arrive à savoir où se trouve mon printf dans la libc. En mémoire, chargé en mémoire. Donc ça bouge tout le temps, mais on sait où il est. Sauf que c'est bien beau tout ça, mais nous c'est pas printf qu'on veut. C'est système en fait. Ce qu'on veut c'est système comme fonction. Système, on l'a pas dans notre table GOT. Là, on peut appeler read, on peut appeler printf, signal, alarme, puts, exit, etc. Mais on n'a pas système. C'est système qu'on veut. Nous. Donc on peut pas les appeler ceux-là. Alors comment on fait? Comment on se démerde? Il faut savoir une chose, c'est que si la libc elle est chargée en mémoire de manière aléatoire, à un endroit différent de la mémoire à chaque fois, par contre, elle est chargée d'un bloc. C'est-à-dire que quand elle va en mémoire, elle se découpe pas en petits morceaux qui sont éparpillés partout. Elle va en un bloc à un endroit. Donc l'endroit peut changer de place, mais par contre le bloc, lui, il est toujours idem à lui-même à l'intérieur, si vous voulez. Donc la fonction système, elle est toujours à la même distance de la fonction printf. Je sais pas quelle est la distance, mais c'est toujours la même distance, quel que soit l'endroit où je suis dans la mémoire. Donc vu que j'ai un point de repère, j'ai printf. Si je connais la distance entre printf et système, j'ai gagné. Là en l'occurrence, c'est là où je vous disais encore une fois, PwnTools vous le fait à votre place. Nous on va le faire nous-mêmes, parce que c'est plus rigolo. Il faut ça. Alors ça, si vous n'avez pas accès à la machine, oui, il faudra passer par PwnTools, ou il faudra passer par un site internet qui va vous donner la totalité en fait des emplacements possibles. Parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la distance entre printf et système, donc c'est toujours la même. C'est toujours la même pour un même version de la libc. C'est-à-dire que la libc en version 2, la distance entre les deux machins est pas la même que la libc en version 4, ou en version, enfin, je dis des versions au pif, hein, mais voilà. C'est si vous avez une version spécifique de libc, alors oui, à chaque fois qu'elle se charge en mémoire, la distance est toujours la même. Mais par contre, entre deux versions différentes de libc, la distance n'est pas la même, puisque le code change à l'intérieur, donc c'est pas toujours la même chose. Donc, il y a sur internet des sites qui font le listing de toutes les versions de libc, avec en face la distance entre chaque fonction. Il y a donc la librairie PwnTools pour Python qui vous le fait aussi à votre place. Nous, on va le faire nous-mêmes parce que on n'a ni l'un ni l'autre. Mais par contre, on a accès à la machine. Et donc, du coup, on le sait en fait. On a ce qu'il faut dans la machine. Ce qu'on peut faire en fait, c'est que vu qu'on a accès directement à la machine qui tourne la libc, là en l'occurrence dans le challenge originel, il nous donnait le fichier de la libc, donc on pouvait le décomposer. Donc en fait tout ce que je vais faire là sur la machine, on avait le droit de le faire parce qu'il nous donnait la libc pour le faire. Et il est 14h, normalement je devrais m'arrêter là. Je vais faire une extension parce que faut quand même que je vous montre jusqu'au bout. Normalement on devrait s'arrêter là. Donc, comment on fait pour savoir le point de référence, la distance entre printf et libc, enfin et système dans la libc? Et tout simplement on va la décompiler. Hop là, donc GDB. Là, parce que j'ai GDB sur Kali, sinon on le ferait avec IDA. Hein. Oui, d'ailleurs, je pourrais le faire avec IDA. Bon, là en l'occurrence, je suis sur Kali. Je vais aller regarder où se trouve ma libc. C'est dans lib32. Hein. Voilà, elle est là. Donc, libc. Donc, moi, ma libc, c'est la 2.28. Voilà. En l'occurrence. Hop, je la décompile.
Et là-dedans, je vais chercher où se trouve printf. Voilà. La fonction printf, alors il y a la fonction système aussi qui m'intéresse. Bah, je peux lire comme ça, je suis en train de lire la libc là, j'ai accès à la libc, donc je lis tout. Donc la fonction printf, en l'occurrence, quand la librairie n'est pas chargée, elle est à tel endroit de la librairie, et la fonction système, elle est à tel endroit. Donc je connais la distance entre les deux. Donc vu que je connais la distance entre les deux, je vais pouvoir retrouver cette même distance quand je suis en mémoire, quel que soit l'endroit où c'est chargé en mémoire. Alors on va faire le calcul. D'ailleurs je crois que je l'ai pas fait comme ça dans mon test de préparation de live, mais c'est pas grave, on va le faire comme ça. Donc hop, on est là. Donc on a récupéré notre adresse en cours hein, de la libc, parce que ça change à chaque fois. Une fois qu'on l'a, on va commencer à faire le calcul. Donc on va faire le calcul entre donc, la valeur de référence, si vous voulez, hein, ça c'est la référence de mon printf, quand la librairie n'est pas chargée, voilà, on va dire ça comme ça. Ça c'est la référence, et la valeur que j'ai trouvée moi, qui est ici, celle que j'ai trouvée en mémoire. Je vais faire l'écart entre les deux, comme ça me donnera le décalage si vous voulez, entre la printf que j'ai, enfin les fonctions que j'ai librairie non chargée, par rapport aux fonctions que j'ai librairie chargée. Ça me donnera l'écart entre les deux. Donc, l'écart. L'écart. Je vais copier-coller. Voilà. Je le dis clairement. Hop, l'écart printf, c'est ça. Donc, ça, c'est l'adresse qu'on a trouvée en mémoire de la librairie C. Enfin, l'adresse de printf dans la libc une fois chargée en mémoire. Donc, convertie en entier hein, pour faire les calculs. Là, je vous disais, il faut jongler avec les hexas, les little endian, big endian, machin, c'est chiant. Donc là, en l'occurrence, je suis en big endian, donc je peux le convertir en integer, en nombre, et donc je peux faire des calculs dessus. Donc l'adresse de la libc dans la mémoire, moins l'adresse de printf, enfin, l'adresse de printf dans la mémoire, et l'adresse de printf quand la libc n'est pas chargée. Je fais l'écart entre les deux, ça me donne l'écart entre chargé et pas chargé. Ensuite, j'ai mon adresse de référence de système. Système, quand c'est pas chargé en mémoire, il se trouve à l'adresse marquée là. 3E980 là. Et voilà. Tac. Ça c'est l'adresse de système quand il n'est pas chargé. Donc théoriquement, je peux calculer l'adresse de système quand il sera en mémoire. Donc l'adresse de système, une fois en mémoire, ce sera donc l'écart qu'on a trouvé de printf, là, entre les deux printf, plus la référence de base de système. C'est-à-dire que je sais que quand c'est chargé, il y a, je sais pas, plus 10 par exemple en mémoire, et bah là je sais que si je prends la référence de système pas chargé, je fais plus 10, j'aurai l'adresse de système en mémoire. Est-ce que vous avez compris tout ça? Donc, du coup, ce serait adresse système libc, si je veux être cohérent dans mes... Donc, la table GOT ne me l'a pas donné, mais je l'ai calculé moi-même. Une fois qu'on a ça, eh ben on a presque fini, parce que on va pas appeler système, en fait ce qu'on veut appeler à l'arrivée, hein, ce qu'on veut c'est faire un système, la commande qu'on a envie d'exécuter à distance, hein, c'est système, toc, bin bash. Hop, 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 binsh, enfin bin bash, peu importe. En fait c'est cette commande là qu'on veut arriver à exécuter, en C. Donc on a système, par contre on n'a pas binsh, faut qu'on trouve binsh. Hop, alors on va chercher... ça sera plus simple. On va chercher dans notre libc si quelque part il est écrit binsh. Je sais que dans mon binaire il n'y est pas, donc c'est pas la peine de chercher dans mon binaire. S'il était dans mon binaire, j'aurais pu le chercher dans mon binaire. Hein. J'aurais pu aller le prendre là. Peu importe l'endroit où on le trouve, là en fait c'est l'équivalent de notre chaîne de caractères de tout à l'heure. Tout à l'heure on voulait faire un puts pour afficher un texte n'importe lequel. Bah là on veut faire un système dont le paramètre c'est une chaîne de caractères où c'est écrit binsh. Et binsh, je peux le trouver n'importe où, que ce soit dans le binaire ou dans la librairie, peu importe. Là, en l'occurrence, il n'est pas dans le binaire, donc il va falloir le trouver dans la librairie.
Pour le trouver dans la librairie, et bah vous faites une petite recherche sur les strings. Hein. C'est pareil, si j'avais IDA, je le ferais avec IDA, mais là je suis sous Linux, donc non. Donc on va faire un petit strings donc dans la libc. Alors user lib32 libc. Donc je vous dis ça, normalement vous pouvez le trouver sur internet. J'ai pas l'adresse, je suis con, j'aurais dû le préparer. Mais vous pouvez l'avoir directement sur internet. Il y a des gens qui font le listing de tout, en fait, toutes les versions de libc et de où se trouvent les composants intéressants dans chaque version en fait. Voilà. Ah pardon, il n'y a pas de X, excusez-moi. Ou alors j'ai mal écrit. Non, c'est moins T, pardon. C'est pas moins F, c'est moins T. Voilà. Donc, en fait, ça me donne l'adresse en hexa. Hein. Là, c'est donne l'adresse. X, c'est en hexa. Dans ça, de chaque string, en fait. Et après, je fais un grep pour sortir que la string qui m'intéresse, à savoir le binessage. Donc, je sais que à cette adresse-là, donc 17 EAAA, j'ai un binessage. Hop là. Copier. Hop là, donc j'ai ma référence de mon texte binessage. Voilà, binessage. Je sais que quand la librairie n'est pas chargée, elle est à hop là, 0x17EAAA. Tout le monde suit? Donc ça c'est ma référence de base quand la librairie n'est pas chargée. Toujours pareil, du coup je peux en déduire l'adresse quand elle est chargée. Donc l'adresse du texte binsh, une fois que la librairie est chargée, c'est la référence plus l'écart. Enfin, là j'ai mis l'écart plus la référence, mais voilà, donc référence ici c'est texte, hop, binsh. Voilà, donc là normalement on a tous nos composants. On a l'appel à une fonction. Donc l'appel à une fonction, ce sera la fonction système, ici. Après, on a, alors il nous faudra le gadget pour dire qu'on a un paramètre. Le paramètre, ce sera notre chaîne de caractères binsh. Et après, on met ce qu'on veut derrière. Donc là, en l'occurrence, on va continuer à appeler win. Donc la syntaxe finale qu'il faut qu'on arrive à envoyer, c'est notre buffer overflow. Celui-là, il change pas. Hop, hop, hop. Là. Notre buffer overflow pour effacer la stack, etc. Ensuite, notre appel à la fonction système, en espérant qu'on ne s'est pas gouré dans notre calcul, hein, mais voilà, la fonction système, normalement elle se trouve là. Normalement. Ensuite, le gadget, lui, il n'a pas changé de place, il est toujours au même endroit. Le gadget. Oui, je M355, je t'enverrai le lien, il n'y a pas de souci, je t'enverrai le lien pour le Discord. Donc, adresse gadget, donc, hop là. Ensuite, le paramètre. Donc ici, c'est le binsh. Donc c'est pareil, si on ne s'est pas trompé dans notre calcul, normalement ça pointe vers binsh. Je l'enverrai après le live parce que j'essaie de finir vite. Déjà je suis en retard, je devrais pas vous donner la solution en fait. Je devrais partir comme ça, comme un voleur. Et après on met l'adresse win, enfin on pourrait mettre n'importe quoi, on pourrait ne rien mettre du tout en fait. C'est histoire d'être un peu propre et dire qu'à la fin le programme ne part pas en crash total, il continue à faire des trucs quoi. Mais bon, à la limite on s'en fout. Voilà. Donc, si on ne s'est pas gouré, là on appelle système, on appelle un paramètre, le paramètre c'est le texte de binsh, et après l'adresse win. Si on s'est pas gouré, c'est bon. Si on s'est gouré, bah en fait quand il va appeler l'adresse machin, ça tombe sur rien, il va planter, il va faire un sigfault, et puis voilà, c'est terminé. Donc voilà, alors après, si on veut être cohérent par rapport... Donc on a notre premier appel... Donc là, notre première injection, on rappelle la fonction win. Donc il redemande une... Alors là, on saisit le truc, donc il redemande une saisie. Est-ce qu'il faut que je fasse un read until? Ouais, il faut que je refasse un read until derrière. Tic tac tac, est-ce que je sois propre? Et l'autre, voilà, il faut que je fasse le read until ici. Quand on a fait tous nos calculs. Hein. Là, après, c'est juste de la mise en page pour que ce soit un peu joli à comprendre. On peut éventuellement afficher les adresses. Ouais, non. Si, allez, on va les mettre, c'est pour dire. Donc là, on a calculé l'écart. Donc ici, je peux afficher
Dans printf j'ai déjà. C'est pas là que je veux le mettre, c'est en dessous. Où j'affiche système. Donc une fois que j'ai calculé l'adresse de système, je peux l'afficher. Allez, on va dire, hein, voilà. Donc adresse de système dans la libc, ce sera telle adresse que je mets là. Par contre, là, ça va s'afficher en ASCII dégueulasse. Attends. Non, oui, je fais des conneries là. Je fais des conneries parce que là, oui, ça marchera pas. Là, c'est juste des nombres. Faut que je les convertisse en ASCII. On va le faire ici. En fait, là, je fais bien un calcul pour calculer l'écart. Donc là, j'ai des nombres. C'est ce que je disais, le fait de jongler entre les... Ah non, c'est pas ça que je veux faire. Ah. Bon, c'est pas grave. Donc, là, c'est juste des nombres. Il faut jongler avec des hexas, des little endian. Nous, ce qu'on veut dans l'injection, c'est du little endian, c'est pas des nombres. Donc là, quand on a calculé notre nouvelle adresse libc, là, pour le système, il faut le convertir avec cette instruction dégueulasse. Hop. Et au bout, il y a encode décode. Une parenthèse, voilà. Cette instruction dégueulasse, que voici, que voilà, dans toute sa splendeur, prend un nombre, un entier, le transforme en little endian et ensuite le convertit en hexadécimal, enfin en caractère ASCII. Voilà. Il faut tout ça, parce qu'en fait, à la fin, moi je ne veux ici que des caractères ASCII. Donc mon adresse de système libc, ça doit être du caractère ASCII, donc ça c'est bon. Par contre, quand je vais l'afficher, je veux pas que ce soit du caractère ASCII. Donc il faut que je fasse l'opération inverse. Oh, c'est moche, Dieu que c'est moche. Donc c'est là où PwnTool c'est un peu moins moche. Hein. Encore une fois, croyez-moi sur parole, j'en ai chié, hein. J'ai parcouru, honnêtement, j'avais fini le challenge bien avant, quand je l'ai fait officiellement en décembre. J'avais fini peut-être le matin, il m'a fallu toute la journée pour trouver comment convertir les integers, les little endian, les big endian, etc. C'était chiant. Je déteste ça, je sais pas pourquoi on est parti dans des univers de little endian et pourquoi c'est aussi peu pratique à faire en Python, je ne sais pas. Toujours est-il que voilà, c'est ma vie, c'est ça que j'ai choisi. Et on va pas se plaindre, hein. C'est comme ça. Donc, on convertit. Ça c'est juste pour l'affichage, pour que ce soit compréhensible par un être humain. Ah oui, du coup je l'ai fait en dessous, donc le print il faut que je le fasse en dessous. Hop. Là, et tout ça, c'est pas ici que ça va, c'est là. Voilà. Donc là, j'ai mon adresse libc. Je calcule mon adresse système. Mon adresse binsh. Je les affiche, histoire de dire qu'on les affiche. J'attends le moment de faire la saisie. Hop, j'envoie mon exécution de saisie. Et à partir de là, normalement, en fait, je veux pas ça, je m'en fous de tout ça. Je veux juste interact. Si, je peux laisser bleuarg. Je peux laisser bleuarg. Ouais, ça sert à rien, mais ça va m'afficher tout ce qui reste à afficher. Et j'ai mon interact à la fin, donc normalement, si tout va bien, qu'est-ce qui se passe là? J'appelle la librairie, enfin, j'appelle système dans la libc, quel que soit où il se trouve en mémoire, parce que je l'ai trouvé. Enfin, d'abord, j'appelle printf dans la libc. Après, je calcule, ok, je sais que printf est là, donc système est là, donc binsh est là, et donc après, j'appelle système avec comme argument binsh. J'espère que vous avez suivi, et j'espère que ça va marcher, surtout. Hop, hop, on exécute. Allez, c'est parti. Et ça marche pas. Je vais faire une faute de syntaxe à tous les coups. Donc il m'a bien trouvé l'adresse de printf, il m'a bien trouvé l'adresse de système, et là c'est juste mon affichage qui doit déconner, j'ai dû faire une faute de frappe. Ici, extruct, unpack, j'ai raté. Elle est déclarée là. Je l'ai mal déclarée. Oui, bah oui. Faut que je fasse tout ça. Et encore une fois, j'ai mal converti. Là, j'ai pas converti binsh en ASCII. Donc, je pouvais pas l'injecter. Pif paf pouf, ça va jusque là. Franchement, c'est dégueu hein, comme code. C'est là où PwnTool c'est quand même un peu plus cool. C'est moins dégueulasse. Mais après, bon, ça marche.
C'est ce qui compte. Hop, faut que je relance sur la machine virtuelle. Hop, voilà. Ensuite, il faut que je relance ici. Et cette fois, on a les trois. On a printf, on a système, on a binsh. Et là, il se passe plus rien. Pourquoi il se passe plus rien? Eh bien, parce qu'on est en interact. J'ai exécuté système avec comme argument binsh. Donc, je suis en sh. Et je suis route. Oui, madame. Parce que, en fait, ici, sur la machine virtuelle, j'ai exécuté en tant que route. Hein. Si je l'avais exécuté en tant que Toto, je serais Toto. Hein. Attention, ça donne pas automatiquement le privilège sur toute la machine. Mais voilà. Alors j'ai un peu débordé pour cette dernière session, mais parce que c'est pointu. Hein. On est tous d'accord que le reverse engineering, ce n'est pas facile. J'ai normalement, si vous regardez les 3 vidéos, je vous ai expliqué l'essentiel de ce que vous avez à savoir sur le reverse engineering. On a fait à peu près tout. Hein. Donc on a fait manipuler les outils, décompiler, débugger, la différence, qu'est-ce que c'est que tout ça, un peu de vocabulaire. Après, dans un deuxième temps, on a bossé le buffer overflow, le stack overflow, l'injection de choses, n'importe quoi. Et aujourd'hui, on a fait ce qu'on appelle la ropchain. Donc ropchain, c'est dès qu'on utilise le gadget, là. Hein. On appelle ça du ropchain. On a fait de la... Alors, le terme technique, c'est ret to libc, retour to libc. En fait, c'est ce qu'on a fait quand on a voulu, quand on a exploité la GOT pour aller chercher l'adresse de la libc en mémoire. Ça s'appelle un ret to libc. Voilà, vous le saurez. À la limite, les noms, on s'en fout un peu, hein, mais voilà. Donc on a fait de la ropchain, on a fait du rep to libc, et au final, on a fait de l'injection, et on est devenu root, voilà. Donc on a tout vu, normalement, ce qui est à voir sur tout ce qui a besoin tout ce qui est à savoir sur le bricolage de binaire, le reverse engineering. J'espère que... Alors, à partir de là, il y a d'autres techniques hein, plus avancées, mais qui sont tous des dérivés de ce qu'on vient de voir là. J'espère avoir été assez clair, en tout cas, pour tout vous expliquer, que vous avez tout bien compris. Évidemment, il faut vous entraîner derrière. Hein. Même moi, vous voyez, j'en ai fait plusieurs fois. Surtout celui-là, j'ai retourné, mais je suis pas encore bien sûr de moi quand je fais les choses. Donc ça... faut quand même bien bosser. Pourrait-on avoir accès aux fichiers histoire de rebosser tout ça? Eh bien, ils sont sur Over the Wire. Je les ai pas inventés. Alors pas la soluce évidemment, mais le challenge, c'est le jour 5 du calendrier de l'Avent sur Over the Wire. Alors pendant un moment, ils avaient laissé le serveur en ligne, mais il y est plus maintenant, donc il faut passer par leur VPN, je crois. Il y a un truc comme ça. Après, les scripts, je peux vous les mettre sur le Discord si vous voulez. C'est pas... Ça n'a rien de secret. Enfin, le script final, là, hein, celui qu'on vient de faire, je peux vous le mettre sur Discord. Si vous voulez, il n'y a pas de problème, je le mettrai dans le salon spécifique. Et oui, c'est ça, voilà. Over the Wire, ils ont ce qu'on appelle une Warzone. Donc, ils mettent tous leurs challenges dessus. Il faut y accéder par un VPN, mais ils sont accessibles dessus. Donc, le challenge, il est toujours là, dans leur Warzone, accessible. Voilà. Puis de toute façon, ce que j'ai fait là, vous pouvez le faire avec n'importe quoi. Hein. Du moment que vous avez trouvé... En fait, la clé du truc, hein, la clé de l'exploitation, c'est d'avoir trouvé une fonction qui était sensible au buffer overflow. En l'occurrence, la fonction read, R-E-A-D. À partir de là, la fonction read, elle est toujours hein, sensible au buffer overflow, même maintenant, puisque là, la libc, elle est à jour. Hein, je suis en 2.28, c'est la dernière en cours. Donc la fonction read, à ce jour... est toujours sensible au buffer overflow, ça n'a pas changé. Après, ça dépend comment ils ont programmé le gars qui a fait le code en C avant de le compiler, s'il a mis des protections ou pas, là en l'occurrence il en avait pas mis, donc bah, le buffer overflow était possible. Et j'ai des mentions qui m'énervent. Bon bref, voilà, donc n'hésitez pas à réviser tout ça. Moi je vous dis, bah, je sais pas à quand, honnêtement c'est peut-être la dernière vidéo de hacking que je vous fais avant un bon bout de temps, peut-être même de l'année, je sais pas encore. Donc je sais que je suis chiant avec ça, mais je vous le redis, je ne peux pas continuer YouTube, Twitch, etc. si je n'arrive pas à financer YouTube, Twitch, etc. J'ai pas besoin d'être riche, j'ai besoin, je crois que j'avais compté, j'ai dû compter un RSA, hein, donc RSA plus les taxes de Tipeee, ça devait faire dans les 600 €, 800 €, je sais plus.
Je ne veux que ça. Je cherche pas à devenir millionnaire. Hein. Attention, je veux pas vous voler. C'est pas du tout l'idée. C'est que si vous voulez ça, ça me prend un temps fou et il faut que j'ai le temps de le faire. Et donc que je sois pas en train de travailler à côté. Voilà, c'est aussi con que ça. Et si je travaille pas à côté, ben, je gagne pas d'argent. Voilà. Donc il faut que je gagne de l'argent. Donc j'ai pas besoin d'être millionnaire, mais si vous voulez que je continue à faire ça, il faut que vous me le dites. Vous me le dites pas seulement avec des mots, mais avec de l'argent. Même si c'est très chiant, je sais que je le dis à chaque fois. Donc peut-être la dernière vidéo de l'année, peut-être la dernière du semestre, je sais pas. Peut-être que j'en ferai une la semaine prochaine, ça m'étonnerait, mais bon voilà. Je sais pas du coup la prochaine quel sujet on fera, parce que là du coup on a fini le sujet reverse engineering. N'hésitez pas à me donner, soit là maintenant, soit dans le Discord, soit dans les commentaires YouTube, les sujets qui vous intéressent. Quand viendra le moment, un jour peut-être, de reprendre tout ça, eh bien enfin un jour peut-être, j'espère bien, hein, je cherche quand même activement à continuer parce que j'aime ça. Hein. Y a pas de souci. Donc quand vous aurez un sujet qui, voilà, je piocherai dedans, hein, celui qui sera le plus populaire, je sais pas, en tout cas on essaiera d'avancer. Je referai peut-être aussi des catch de flag, hein, parce que là c'était pas vraiment un catch de flag. Donc plus classique, hein, où je fais un live avec une VM de Vulnub et puis on avance dessus. Là c'était vraiment pour vous montrer des techniques un peu originales. On fera peut-être du Windows aussi, pareil. On en parle beaucoup, puis j'en ai encore pas fait sur cette chaîne, donc ça peut être intéressant. Bref, il y a plein de sujets. Effectivement, le Forensics, comme dit Chris, il y a plein de sujets. On peut faire plein de choses, sous réserve que je continue, mais en tout cas, on peut faire plein de choses. Donc n'hésitez pas à me laisser les sujets, et puis bah, le moment venu, on piochera dedans, il n'y a aucun problème. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris plein de trucs, sinon bah, n'hésitez pas à repasser la vidéo au ralenti, à vous entraîner dessus, et puis bah, je vous retrouve pour ceux qui ont le Discord, ou ceux qui le demandent d'ailleurs, je vais leur envoyer l'invitation, mais en tout cas je vous retrouve sur le Discord pour envoyer les fichiers, enfin voilà, les petits détails techniques que vous pouvez vouloir, il n'y a aucun souci. Merci à tous, à la prochaine, salut.